en rétréci entre le surmoi et la poubelle de soi, le ça, en réalité pour pouvoir décliner toutes les formes d'ego. C'est ainsi que par exemple on peut décliner quand on réduit, de la même manière qu'il le fait de plan sexuel. Les gens disent tout est sexe chez Freud. Rien n'est sexe chez Freud. Non, c'est vrai, Freud donne le spectre de l'amour que dans le coït, ce qui lui permet de développer toutes les paraphilies. Ainsi peut-il dire que dans le préliminaire où le sujet mordit l'objet, l'oreille de son voisin, il y a une forme de cannibalisme. Mais si, c'est pas très grave qu'il y ait une forme de cannibalisme, mais si on avait une extrême normalité d'un spectre plus large de l'acte sexuel, on ne pourrait pas parler de cette paraphilie, par exemple, qui peut devenir une maladie, etc. Et de la même manière, il le point parce que, par exemple, Freud dit très clairement que dans la personnalité histrionique ou dans la personnalité narcissique, l'ego est infiniment plus développé que dans la personnalité évitante. Hein, c'est important, etc. Et en revanche, alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant, je dirais, dans Freud et la manière dont à la fin de sa vie, il a organisé la cure analytique, c'est qu'en fait, il dit que le moi est un écran entre le sujet et l'objet. Et en même temps, il demande à l'analysant, c'est-à-dire celui qui est en cure, de parler sans intentionnalité, ce qu'on appelle la voie vers l'époquet. Ne pas avoir d'intentionnalité par rapport à ce qu'on dit. Ce qui fait que c'est la réduction absolue de moi, l'espace d'un instant dans la cure, si toutefois on y arrive. Voilà ce que les observations que je veux dire. Et donc, enfin, selon moi, évidemment, pas de... Un sujet sans sujet n'est pas un sujet. Hein, bon. Et la troisième chose, on parle là de l'intentionnalité, c'est que le sujet l'ego est un sujet conscient qui permet un retour sur sa propre pensée, ce que n'a pas forcément l'animal. N'est-ce pas ? Et c'est ce qui permet de classifier l'homme comme il dit d'ailleurs, dans une place à part dans le règne animal. Voilà. Alors, dans les civilisations occidentales, je crois qu'on confond, parce que le mot est un peu est de la même racine, on confond l'ego et l'égoïsme. On superpose l'ego et l'égoïsme. Je veux dire, voilà, et c'est un abus de langage, enfin en tout cas une facilité de langage, à mon avis. Voilà. Je voudrais revenir sur effectivement le dernier point. Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est sûr. On a souvent une lecture caricaturale de Freud, Ouais. Soi-disant pensée sexualiste, c'est beaucoup plus subtil qu'on le pense. Oui, Freud, oui. il faut le relire, effectivement. Et même Jung parfois défend Freud d'ailleurs, contre une mauvaise interprétation. Quand on s'est passé par avec lui, il reconnaît qu'on a souvent dit des bêtises sur Freud, et parfois il le défend. Mais je reviens sur ta dernière réflexion qui est intéressante sur ego qui donnera égoïsme et égocentrisme et égotisme. Alors justement, égotiste c'est un terme beaucoup plus valorisant. Les romantiques les égotistes, c'est le culte du moi, mais pas au sens d'un moi qui pense qu'à lui, mais dans le sens d'une exaltation de la singularité, comme chez Kierkegaard d'ailleurs. Kierkegaard est un égotiste par exemple. On ne dira jamais que c'est un égoïste. Il a été très généreux, il a dilapidé toute sa fortune. Il payait très bien ses puces personnelles, il faisait des cadeaux, il était très, très généreux. Bon, c'était un égotiste, parce que pour lui, la foule, le mal, c'est la foule, le bien, c'est l'individu. Et souvent on dit d'ailleurs, et là c'est plus pour faire un éloge de l'ego, quelque part, que j'ai peut-être été un peu plus, c'est un peu l'énoncé du sujet qui m'y a porté avec l'ego. Faut-il mettre, en général on répond toujours plutôt oui à une question que non. La question nous a incité plutôt à être dur avec l'ego un petit peu. J'ai peut-être été trop dur avec l'ego, parce qu'il est vrai que si vous prenez des sociétés très collectives, ça fait peur aussi, des sociétés par exemple, des peuples plus disciplinés ont eu beaucoup plus de dictatures que des peuples indisciplinés comme la France. En France, on a réussi à échapper aux dictatures à peu près. On a eu, jamais très longtemps, on a eu Robespierre, mais il a pas tenu, il a tenu 1 an et demi, Robespierre. Pour moi, Napoléon n'est pas un vrai dictateur, c'est un conquérant. Et puis il n'a pas non plus tenu très longtemps. C'est un conquérant, c'est encore autre chose. Mais on n'a pas eu vraiment de dictateur en France. On a eu des rois un peu despotiques, certes, pour moi c'est quand même pas un dictateur, parce qu'on a un esprit rebelle qui fait que, alors ça peut être compliqué quand il s'agit de réformer le pays,
tout le monde tire de son côté, alors ça pouvait être un inconvénient. Alors que les Allemands, qui étaient des origines allemandes, sont des gens très disciplinés. C'est un peuple qui se prêtait beaucoup plus à la venue d'un Hitler que d'autres peuples d'Europe. C'est évident pour moi. Hein. Les Allemands, c'est l'obéissance, le culte du chef, etc. En Asie aussi, hein. On a eu le Japon avec Hirohito, la Corée du Nord avec Kim Il-sung, la Chine avec Mao. Tout ça n'a pas été possible, heureusement d'ailleurs, dans des pays où l'égoïsme, justement, l'égotisme peut-être, l'égoïsme, les deux, où l'ego en tout cas était plus fort. L'individualisme était plus marqué. L'individualisme peut être un garde-fou précieux aussi contre des dérives totalitaires, autoritaristes. Donc c'est vrai qu'on peut aussi faire un éloge de l'ego, mais en distinguant l'égoïsme, qui est le mauvais côté de l'ego quand même, parce que c'est pas terrible d'être égoïste, et l'égotisme, qui est le bon côté de l'ego. Donc soyons égotistes, mais pas égoïstes. Oui. Oui, donc moi j'étais un peu circonspect par rapport à ce sujet, je ne le cache pas, dans le jeu, parce que ce mot égo, il est effectivement complètement dans le... Comment te dire? C'est faussé à l'avance un débat comme ça. Parce que l'ego, en dehors même de l'égoïsme auquel il donne naissance et de l'égocentrisme, le mot égo en lui-même est déjà péjoratif. Quand on parle de son égo dans notre culture, c'est péjoratif. Ton égo est très fort, ton égo, c'est péjoratif déjà, rien que le mot égo. Bon. Donc évidemment, voilà, mettre un mot péjoratif dans un sujet de café philo, moi, ça me gêne un peu parce que on dit qu'il faut faire attention là. S'il n'y a pas une réflexion critique par rapport au caractère péjoratif du mot, eh ben, très rapidement on va tomber sur un consensus, tout le monde va être d'accord qu'il faut jeter l'égo à l'égout, quoi. Donc bon. Alors, moi ce que je voudrais dire quand même, l'égo, je crois qu'il y a un malentendu. Il faut passer par-delà l'aspect péjoratif du mot qui est affirmé dans nos sociétés. De quoi s'agit-il? Il y a deux choses, à mon avis. Il y a du côté de l'être et du côté de l'avoir. L'égoïsme, c'est justement de se penser qu'à soi, de vouloir tout pour soi, de vouloir accaparer les biens matériels, l'attention, je ne sais quoi. Enfin, et puis il y a le côté l'être aussi. Tu l'as bien dit à un moment donné sur l'individuation, le fait si, comment dirais-je, mettre son ego en avant, ça veut dire affirmer ses idées, sa personnalité, ses convictions, c'est-à-dire en fait être quelqu'un qui a des convictions, ce qui est relativement rare de nos jours, à mon avis. Parce que ce qui est paradoxal dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'il y a beaucoup d'égoïsme et beaucoup d'égocentrisme de petites personnes toutes dans leur coin qui veulent un petit peu accaparer comme ça. Mais en même temps, des gens authentiques et des gens qui parlent sincèrement, qui défendent leurs idées, il n'y en a pas tant que ça. Les gens souvent font des discours pour leur intérêt personnel surtout. Ils disent, bon ben il ne faut pas que je déplaise, donc on va parler comme ci, on va parler comme ça. Je vais appeler les hommes politiques. Les politiques, ils ont des égos surdimensionnés dans le privé, et quand ils parlent devant la télévision, évidemment, ils ont un discours qui est beaucoup plus, comment dirais-je, calculé, beaucoup plus retenu, quoi. Et souvent, on reproche d'ailleurs de ne pas avoir beaucoup de conviction en réalité. Donc, moi je pense que, enfin moi j'affirme que, personnellement, c'est mon idée personnelle, je suis tout à fait d'accord qu'on ne soit pas d'accord avec moi, hein, mais il me semble que notre séjour sur Terre pourrait être l'occasion pour nous, quand même, d'essayer de trouver ce qui fait l'essence même de notre être, c'est-à-dire de dire voilà en quoi je crois, voilà en quoi je ne crois pas, ou quelles sont mes convictions, quel est mon fonctionnement cognitif, pourquoi je défends telle valeur et pas telle autre, etc. Enfin tout un ensemble de choses, et il n'y a pas de honte à avoir à affirmer ses idées en public, à mon avis. Moi j'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi très facilement, je veux dire c'est pas. Mais en même temps, je vois bien, on voit bien dans les cafés philo où il y a des tas de gens qui sont prêts à vous sauter à la gorge, parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est très dangereux en fait d'affirmer ses convictions. Enfin, bon, voilà, donc moi, cet égo-là, j'aurais tendance à le défendre, mais parce que je pense que c'est pas. Bon, après, la distinction entre le moi et le soi, oui, elle est un peu subtile quand même, parce que je pense que pour défendre son soi, il faut passer par le moi. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas défendre mon soi si je ne fais pas parler mon moi, déjà, à mon avis, hein, parce qu'on est quand même dans une société de lutte, de combat un peu, mais voilà, il faut quand même pas se cacher la vérité. Hein. Et j'ai l'impression qu'on est dans un monde, voilà, on est dans le monde du politiquement correct, des faux semblants, et c'est très curieux d'ailleurs, parce qu'en même temps, il y a un développement de l'égoïsme et de l'égocentrisme qui est affolant, et en même temps, il y a
voilà, cette espèce de restriction, dès que quelqu'un parle avec un peu d'assurance, de conviction, souvent il engendre une certaine, moi je dirais une certaine jalousie en fait. C'est-à-dire qu'on dit, ah ben voilà, celui-là il a des idées arrêtées, il est psycho-rigide, enfin, tout un tas de choses négatives, alors que simplement quelqu'un qui croit en quelque chose, peut-être, qui a des convictions. Et ça, à la limite, moi les gens comme ça me plaît plutôt, même si je ne suis pas d'accord avec eux sur le fond, mais voilà, il me semble que c'est bien d'essayer aussi de se connaître toi-même. Bah oui, mais pour se connaître soi-même, il faut s'intéresser à soi déjà. Il ne faut pas se connaître soi-même si on ne s'intéresse pas un peu à soi et à ce qu'on est réellement, ce qui est difficile. C'est une quête difficile de savoir qui on est vraiment. Et voilà, et donc, moi j'ai envie de dire une autre phrase de Pascal sur ce sujet, mais qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire qu'en Occident, je suis désolé, mais les gens qui disent voilà, j'ai pas d'ego, moi je suis un peu suspicieux. Si c'est quelqu'un de culture orientale, peut-être que c'est intériorisé et vrai, mais si c'est un occidental, je me méfie un peu. Et bon, je pense que c'est une posture aussi. C'est un peu une posture. Voilà, je crois pas trop. Donc non, mais voilà. C'est intéressant, je suis d'accord avec toi, que effectivement le mot est devenu trop péjoratif, certainement, parce que... Il ne faut plus en juger, quoi. Oui, donc le jeu est faussé, d'où la petite plaisanterie avec l'égout, évidemment. C'est une manière aussi de dénoncer, quelque part, cet aspect qui est devenu trop péjoratif du mot. Le mot qui, encore une fois, c'est un mot latin qui veut dire moi, tout simplement. Oui, c'est tout, oui. Alors, je sais. C'est ce qui nous constitue en tant qu'individu, qui nous différencie des autres individus et qui nous oppose quelquefois à eux. Donc finalement, qu'est-ce qui fait que je suis moi et que je ne suis pas comme les autres? Donc chacun a sa propre personnalité et cette personnalité, il me semble, en grande partie et peut-être complètement de notre expérience vécue, finalement d'événements matériels qui sont extérieurs à nous. Si on voit l'être humain comme constitué d'esprit qui anime de la matière, et si on considère que le cœur de l'être c'est l'esprit, que la matière c'est quelque chose d'un peu extérieur, à ce moment-là, la différenciation, la question c'est la différenciation entre les individus. Est-ce qu'elle se situe au niveau de l'esprit ou au niveau de la matière? Alors moi, a priori, j'aurais plus tendance à considérer que c'est au niveau de la matière, c'est-à-dire des faits extérieurs qui nous influencent et qui nous différencient, alors que l'esprit, je le verrais plutôt a priori comme quelque chose d'indifférencié. Alors, si on se base sur cette idée, ça veut dire que pour être le plus soi-même, si on considère que soi-même on est fondamentalement de l'esprit, il faudrait être dans l'indifférenciation. Donc ça veut dire que paradoxalement, pour être le plus soi-même, il faudrait n'être personne. Ah, c'est subtil, hein. Bravo, ouais, c'est bien vu. Oui, parce que c'est vrai, je pense un peu comme toi, je pense qu'effectivement, en tout cas chez les bouddhistes, dans la pensée orientale en général, l'esprit, ça serait quelque chose d'indifférencié. J'en avais parlé avec la vidéo dans l'expérience. Alors que le principe d'individuation se fait essentiellement par le corps, notamment le visage. On dit très bien Lévinas, on a tous des visages, c'est la forme de visage, c'est un type de visage qui nous individualise quelque part. Et donc là, il y a un paradoxe total, parce qu'en même temps, on dit que le vrai moi, ou le soi, en tout cas, c'est quelque chose de spirituel, mais en même temps, c'est pas du tout individuel, puisque c'est quelque chose qui serait plutôt indifférencié. On est dans le paradoxe total. Et d'ailleurs, les plus grands sages, orientaux comme occidentaux, disent que la vie est dans le paradoxe. Que ce soit Chuang-Tzu chez les Chinois ou Kierkegaard en Occident. Kierkegaard rejoint beaucoup les Chinois, les penseurs chinois. Et il s'est beaucoup intéressé au taoïsme. Dans certains de ses livres, il parle du taoïsme. Et je crois que la vérité est paradoxale, justement. Et d'ailleurs, l'ego est un sujet paradoxal, parce que paradoxalement, on a, comme l'a rappelé aussi Frédéric, on a plutôt une impression négative par rapport à l'ego, c'est un terme plutôt péjoratif, et en même temps, on n'a que ça, vraiment. C'est nous, quoi, quelque part. C'est quand même notre identité, quoi, notre ego. Oui, c'est la grande question qu'on se pose dans ces cafés Tao d'ailleurs, qui revient de façon récurrente, c'est à savoir, tu te dis souvent, bon voilà, on est incarné, on porte des masques, on joue des rôles, aussi bien dans la société civile, dans le travail.